Hello, moi c'est Jason et accompagné d'Audrey, nous découvrons pour vous des parcours passionnants d'intrapreneurs et d'entrepreneurs au sein de cabinets d'expertise comptable. Bonne écoute sur Génération Comptable. Et moi, c'est Julie, je suis étudiante en comptabilité et office manager de la Maconta. Et aujourd'hui, je participe à l'échange. Bonjour Nathan, je suis ravie de t'accueillir ici sur le podcast de Génération Comptable. Hello Julie, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va, en pleine fin de période fiscale et en train de préparer l'été pour toutes les animations qu'on va proposer. Ah, ce que je comprends, il y a pas mal de choses dont tu vas nous parler. Mais pour commencer, ce que je te propose, c'est de te présenter et de nous parler un peu de ton parcours. Si je devais me présenter, ce que je dis souvent, c'est que je suis un aventurier de la profession comptable. Donc j'ai fait d'abord un bac ES. Donc spécialité sur l'économie. Après j'ai fait un BTS comptabilité gestion en initial et ensuite je suis parti sur un DCG en alternance. J'ai travaillé dans un cabinet expertise comptable sur Strasbourg, un petit cabinet comme on peut l'appeler, une quinzaine de personnes, exclusivement sur de l'expertise comptable. Et après j'ai eu envie de partir sur une autre ville. J'ai choisi Lyon. Une ville que j'avais envie de découvrir. J'ai fait un DSCG là-bas et j'ai travaillé une nouvelle fois en alternance dans un cabinet d'audit. Et donc là, maintenant, me voilà de retour après ces 2 ans du côté de Strasbourg, dont je suis originaire. Je l'ai pas mentionné au début. Je travaille là actuellement dans un cabinet d'expertise comptable et d'audit où je fais de l'audit. Ok, donc en fait, je comprends que tes études t'ont permis d'avoir un panel assez diversifié d'expériences. Et c'est ça qu'on retrouve énormément dans l'expertise comptable, c'est qu'en fait, le portefeuille ne se cantonne pas simplement à un style de client, mais tu peux le diversifier autant que tu le souhaites. Et les cabinets sont tous un peu différents. Pour moi, il y a autant, et c'est ce que je dis quand je fais des interventions dans les écoles, aux étudiants, ou quand je rencontre des gens, c'est que tu as autant de façons de découvrir le métier ou de façons de faire le métier que tu as d'experts comptables. Chaque cabinet a son petit plus ou son petit moins, ça dépend des cabinets, ça dépend de l'expérience. De toute manière, il y a à apprendre partout et surtout si tu as envie d'aller dans un domaine en particulier, tu trouveras forcément un cabinet qui te plaît et qui est dans ce domaine. Ça peut être dans l'international, ça peut être dans le domaine du sport. C'est vraiment quand tu es dans l'expertise comptable, on entend beaucoup le fait qu'on produit les liasses, qu'on répond aux obligations, qu'on fait les déclarations de TVA, etc., etc., etc. Mais t'as du conseil, t'as de l'accompagnement dans le rachat d'entreprise, t'as énormément de choses qui existent, énormément de métiers. Il faut être curieux, il faut aller s'ouvrir à ce qui existe dans son environnement dès ses études. Et du coup, ça t'en parles maintenant parce que t'as l'expérience et le recul, mais quand t'étais petit, est-ce que tu te voyais dans ce secteur d'activité ? Est-ce que tu t'imaginais passer un jour le tech ? Alors, je pense que j'ai jamais vraiment été petit, si on peut le prendre au sens littéral du terme. Mais est-ce que je me voyais passer le deck ? Non, parce que je connaissais pas ce que c'était. Mais donc du coup, je pense que je voulais aller dans un métier qui était dans la partie économie. J'aimais bien les maths, j'aimais bien tout ce qui fonctionnait autour de l'économie. Au fur et à mesure, j'ai appris ça pendant mon bac ES. Et j'aimais bien aussi, depuis tout petit, rencontrer les gens, discuter, comprendre un peu ce qu'il faut et pouvoir aussi les conseiller, les accompagner. Donc naturellement, au fur et à mesure du temps et à force, c'est quand même un domaine qui correspondait plutôt bien. D'accord. Et quand t'étais élève, t'étais quel type d'élève ? C'était quoi ? Quels étaient tes traits de caractère, ta personnalité ? Je pense que quand j'étais élève, il y a eu différentes étapes. Quand j'étais au collège, c'était plutôt élève sérieux, pas très perturbateur et hyper droit dans ses baskets. Puis au fur et à mesure, j'ai évolué. J'ai été toujours aussi sérieux, mais j'ai essayé de challenger un peu les cours, un peu ce que j'apprenais, et j'essayais d'aller un peu plus loin que juste exécuter ce qu'on me demande. On te demande d'apprendre une leçon, je vais pas avant je pouvais l'apprendre pour l'apprendre. Maintenant, je comprends pourquoi il faut l'apprendre. Exemple, quand j'ai démarré la compta en BTS, j'ai essayé de comprendre un peu plus loin à quoi ça sert, comment ça se fait, pourquoi c'est utile, il y a quoi derrière. Et à force de creuser, même si c'était pas forcément ce qui était demandé dans les cours, ça m'a fait prendre du recul sur ce que je pouvais faire. Et c'est vachement intéressant de s'intéresser à tout l'environnement et pas juste à tu fais ta leçon parce que on te demande de faire ça. Et du coup,
avec le temps, donc dans tes études, t'es plutôt passé par l'alternance, si j'ai bien compris. C'est ça. J'ai d'abord fait le BTS en initial pour prendre le temps de découvrir ce que c'était la compta. Je connaissais pas du tout. Il y a des gens qui commencent directement par le DCG ou par le BTS en alternance. C'est courageux. Je pense que c'est aussi très bien parce que ça fait une expérience. Mais quand on connaît pas trop ce que c'est la compta, quand on en a jamais fait, c'est pas du tout évident et on se retrouve souvent à faire des tâches qui sont pas forcément sur une grosse valeur ajoutée. Donc c'est parfois compliqué à gérer. Moi, j'ai préféré assurer et ensuite partir en DCG en alternance où là, les cours commençaient à être un peu longs. Le fait de passer une semaine entière en classe, ça devenait long. Donc le rythme de l'alternance sur 2 jours, 3 jours, comme on a pu en échanger avant l'enregistrement que t'as également, c'est vachement intéressant parce que tu dois condenser ton apprentissage à l'école sur 2 jours. Tu dois être efficace. Comme je critique pas l'initial, c'est très bien, mais je pense que l'alternance c'est mieux dans le sens où tu priorises ce que tu as comme travail et tu es obligé par la force des choses de te dire comment je dois être le plus efficace possible dans mon travail. Oui, c'est vrai. Et du coup, dans les cabinets dans lesquels tu as travaillé, t'étais plutôt du genre à avancer un peu solo sur tes dossiers ou t'étais plutôt du genre à être hyper coopératif et collaboratif avec les autres membres de ton équipe ou enfin qu'est-ce qui te plaît le plus? Alors, il y avait différentes façons de faire. Tout dépendait. Dans le cabinet où j'ai travaillé en alternance, en licence, j'étais soit avec un collaborateur au-dessus de moi, chef de mission, qui regardait mes travaux à la fin de l'année et qui s'occupait du bilan. Soit c'était moi complet qui m'occupait du client et qui faisait le bilan en fin d'année et qui le proposait à l'expert comptable pour vérification. Donc ça dépendait déjà par rapport au type de dossier. Ensuite, moi dans le cabinet où j'étais, c'était pas mal l'initiative où tu devais être autonome. Tu pouvais poser des questions aux collaborateurs et ils étaient hyper disponibles et c'est eux qui m'ont appris énormément de choses. Je les remercie. Il y en a encore avec qui j'échange et c'est vraiment cool de continuer à garder de bons contacts avec ses anciens collègues. Après, sur d'autres moments où tu devais être efficace solo parce que chacun a son travail, il y a des moments où oui, j'avançais de mon côté et je devais faire mes recherches de mon côté pour ensuite proposer des opinions, des idées par rapport au traitement de certaines choses ou de ce qu'il y a à faire et il fallait être autonome. Et est-ce que pour toi c'était compliqué de trouver un stage ou une alternance? Alors moi c'est un peu particulier. Donc déjà sur mon stage de BTS, j'étais passé par des gens que je connaissais, donc j'ai utilisé le grand mot qu'à l'époque on disait le réseau. C'est vachement utile quand même. J'avais fait mon stage dans une concession automobile dans le service compta. Et après pour mon alternance, ce que j'avais fait, c'est que c'est pas nécessaire de faire comme ça. Moi j'étais parti je savais que je voulais travailler dans un cabinet d'expertise comptable. Donc j'ai pris la liste. À l'époque c'était un carnet papier, l'annuaire de l'ordre des experts comptables. Et en fait j'ai tourné toutes les pages. Une par une, j'appelais les cabinets et comme ça, j'avais ma base de données que je me suis créée avec une sorte de CRM mais un peu fait à l'arrache. Donc j'avais fait ça et à l'issue de ça, j'étais allé dans une école que j'allais sélectionner. Je vais peut-être avoir 60 cabinets qui m'ont dit pourquoi pas pour une alternance. Imagine faire 60 entretiens. Peut-être que vous proposez sur la Maconta au niveau de comment bien réussir un entretien. Je pense que je l'aurais pas tenu avec un rythme comme ça. Donc on avait fait un live sur comment bien se préparer à un entretien d'embauche pour un candidat. Donc on avait donné des conseils. Donc je vous invite à aller le voir. C'est ça, le live, petit aparté, le live est disponible sur la chaîne YouTube de la Maconta pour ceux que ça peut intéresser. Et effectivement, comme tu dis, Nathan, avec la Maconta, c'est vrai qu'on intervient dans les écoles pour un peu sensibiliser les étudiants sur l'intérêt de bien sélectionner les cabinets qui peuvent nous intéresser, de préparer, enfin d'en sélectionner un certain nombre, 4-5, de préparer des bonnes candidatures pour ces 4-5 cabinets et ne pas se fatiguer à contacter 100 cabinets parce que forcément la candidature sera moins qualitative parce que c'est impossible de faire 100 candidatures parfaites lorsqu'on choisit d'en faire autant. Tout en sachant que moi je pense que le mieux est de sélectionner les cabinets dans lesquels on veut travailler parce qu'il y a énormément de cabinets qui recrutent. Donc la place, vous l'aurez, il y a les aides du gouvernement pour l'alternance. Ça je parle uniquement pour l'alternance. Il y a vraiment de la demande. Donc... Oui, c'est sûr. Tu as quand même eu énormément d'expérience. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment qui t'a marqué parmi toutes les expériences que tu as pu vivre? Tu veux dire en expérience sur le terrain pendant mon alternance ou comment? Oui, pardon. Expérience sur le terrain pendant ton alternance ou dans un cabinet lors d'un stage. Enfin,
un moment qui t'a fait te dire que, ok, l'expertise comptable, c'est un secteur qui te plaît, qui te stimule? Une des expériences, c'était, ça vient aussi du côté assez original que j'ai pu avoir sur mon expérience en audit, c'est voyager dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans l'Ain, en Savoie, en Haute-Savoie, pour auditer les coopératives et passer plusieurs jours à la montagne pour découvrir l'activité d'une coopérative fromagère, d'une coopérative laitière, d'une coopérative viticole en Ardèche. Je pense que j'ai pas forcément qu'une seule bonne expérience sur cette alternance-là, mais c'est le fait que dans le métier, tu rencontres des gens de partout, de tout univers, et aussi tu peux voyager avec le métier, tu peux bouger. C'est hyper cool, et chaque journée est un peu différente de l'autre. Donc c'est surtout ça que je retiens en grosse expérience, c'est que j'ai jamais eu une journée qui était pareille que l'autre. Ouais, je vois. C'est vrai que on le dit pas assez, mais les métiers d'expertise comptable, ils sont très riches de par la diversité des clients qu'on peut avoir ou des tâches qu'on peut effectuer tout au long de la journée. Et du coup, aujourd'hui, donc tu es en train de passer ton stage tech. Tu es expert comptable mémorialiste. Exact. Est-ce que tu peux nous parler de la formation, enfin du diplôme, et nous raconter un peu ton expérience dans le cabinet dans lequel tu travailles? Alors au niveau de la formation, donc j'ai parlé de la licence, j'ai parlé du master. Maintenant, je suis au niveau du doctorat, enfin assimilé doctorat, même si c'est pas vraiment comme ça qu'on est qualifié à la fin. C'est en fait pendant 3 ans, tu vas travailler dans un cabinet d'expertise comptable ou d'audit en France. Tu peux également faire 3 ans en Europe ou 1 an à l'étranger. À l'issue de ces 3 ans, tu vas pouvoir passer le diplôme d'expert comptable, qui consiste en un mémoire à rédiger d'une 100aine de pages et 2 épreuves écrites à passer. Et pendant ces 3 ans, tu vas suivre des formations, à peu près 15 jours de formation par an, avec des modules e-learning pour apprendre le métier, pour apprendre à devenir un expert comptable. Que tu seras à la suite de ton stage. Une fois que t'es diplômé, tu peux t'installer dans un cabinet, tu peux racheter de la clientèle, tu peux t'associer dans un cabinet, tu peux en devenir salarié. T'as plein d'opportunités qui s'ouvrent à toi avec l'obtention du diplôme. Et l'idée, c'est pendant ces 3 ans de se former pour être plus ou moins apte à commencer l'aventure. Oui, c'est sûr, c'est tout l'intérêt d'entretenir ces relations. C'est ok de se dire qu'on va pas faire un bout de chemin avec telle ou telle personne, mais c'est quand même important de soigner ces échanges, de toujours être appliqué dans son travail. Enfin bon, ça, on l'apprend à personne. Et du coup, aujourd'hui, quelles sont les missions que tu effectues dans le cadre de ton deck? Alors dans le cadre du deck, donc j'ai commencé un poste en tant qu'auditeur junior. Donc en gros, ça consiste à auditer les structures sur leurs comptes, donc vérifier que les comptes respectent bien les différents principes qui sont applicables à leur forme juridique. On vérifie aussi que dans la structure il n'y ait pas de risque. Je te prends l'exemple pour la trésorerie. Est-ce que il y a une séparation des tâches qui est faite? Est-ce que la personne qui va passer les commandes, c'est une personne différente de la personne qui va réceptionner les factures et de la personne qui va payer? Parce que si c'est la même personne, il y a un risque elle fait une facture à elle-même, elle se fait un paiement et puis personne ne voit rien. On va aussi passer du temps à faire les inventaires aussi. Au moment des fins d'année, on va aller voir comment se réalisent les inventaires physiques, comment les gens respectent le protocole qui leur a été donné, est-ce qu'il n'y a pas des erreurs dans le comptage, est-ce que les procédures sont bien appliquées, est-ce que tout est fait dans un respect de la sécurité des personnes. Quand tu bosses dans un entrepôt et qu'il y a des matières lourdes en hauteur, il faut faire attention. Donc ça, tu vas vérifier tout ça pendant ton inventaire. Tu fais aussi, soit tu fais tes contrôles à distance, soit tu vas faire tes contrôles dans la boîte de l'entreprise, dans l'entreprise, et tu vas pouvoir rencontrer les dirigeants, tu vas pouvoir rencontrer le personnel et tu vas pouvoir échanger avec toutes ces personnes pour comprendre comment elles comprennent l'activité, est-ce qu'elles ont suffisamment de connaissances sur ce qui se passe dans la société pour prendre des décisions, est-ce qu'il n'y a pas des risques pour la structure de l'entreprise. Et la différence entre l'expertise comptable et l'audit, c'est que en expertise comptable, tu as un contrat avec ton client, et en audit, tu as une mission qu'on appelle légale. C'est la loi qui dit que tu dois intervenir dans telle ou telle structure à cause de certains seuils, et donc tu travailles pour les tiers et non pas pour ton client directement.
Oui, de ce que moi j'avais entendu, c'est que quand tu es auditeur, si jamais tu remarques qu'il y a quelque chose qui n'est pas légal de la part de ton client, tu as l'obligation de dénoncer, tandis qu'en tant qu'expert comptable, tu peux simplement choisir de te retirer du dossier, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout de la dénonciation. Alors tu peux dénoncer, ça dépend ce sur quoi tu as remarqué qu'il y avait un souci, ou alors tu peux alerter aussi. Tu as la procédure d'alerte qui permet de dire voilà, les gens qui gouvernent la structure ou le président de telle ou telle structure, j'ai remarqué ça, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Et tu peux aller en parler jusqu'au juge à la fin, quoi. La dénonciation, c'est vraiment l'étape finale si jamais il n'y a pas eu de prise de conscience avant ou pas d'effort de la part de la partie. Oui, exactement. Et puis après, ça dépend aussi si tu as la question de blanchiment d'argent ou financement du terrorisme, tu as d'autres procédures qui se mettent en place. C'est hyper intéressant. J'imaginais pas que ça allait aussi loin comme ça dans l'étude et la gestion de tout ça. C'est pas forcément toujours le cas, et heureusement d'ailleurs qu'on n'a pas tout le temps des dénonciations ou des procédures d'alerte ou des choses comme ça, mais ça peut être soit dans le cadre d'une fraude qu'on détecte, ça peut être aussi dans le cadre de l'activité va pas forcément bien, ça fait plusieurs exercices que c'est en déficit ou que la trésorerie est mal gérée, et donc on peut alerter sur voilà, il se passe quelque chose, faites attention. Et en tant que junior, du coup tu as dit que tu étais auditeur junior, est-ce que tu as des clients qui sont un peu méfiants par rapport à ce que tu peux leur dire et qui vont me demander plutôt à avoir l'avis d'un senior? En fait, je dis junior parce que on débute. Ça peut être comme pour la dénomination en expertise comptable, où on va dire t'es assistant comptable, collaborateur comptable. Enfin, t'as plein de dénominations. Le titre, c'est juste sur ton bulletin de salaire ou peut-être au moment de ton contrat sur ton contrat de travail. Mais le titre veut pas dire grand-chose finalement. T'es intégré pleinement dans une équipe, et les actions que tu vas mener, les contrôles que tu vas faire, ou alors les travaux que tu vas réaliser, les travaux vont être présentés aux clients. Donc il n'y a pas de personne qui a un rôle moindre dans la réussite de la mission. Il n'y a pas de t'es le petit junior qui fait ça. Tes missions seront adaptées en fonction de ton niveau. C'est normal, dans les cabinets, on peut pas proposer à quelqu'un qui a jamais fait tel ou tel type de structure d'auditer le cycle le plus compliqué. Les stocks, c'est souvent quelque chose d'assez compliqué. Comment tu les déprécies? Donc tu constates le fait que ça perd de la valeur au fil du temps. C'est quoi les méthodes pour les ventes? Comment ça se passe? Enfin, il faut y aller petit à petit, je pense. C'est pas le cas de tous les cabinets, c'est pas des retours que j'ai, c'est pas le cas de tous, mais c'est bien de commencer par des cycles qu'on peut appeler faciles, et par contre de pas se contenter de ça et d'aller chercher toujours un peu plus loin. D'une part, soit tu fais des cycles qui sont plus accessibles au début, mais tu poses des questions sur les autres cycles à tes collègues qui eux sont sur ces cycles-là. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'intéresses aux travaux qu'ils ont fait. En reprenant leurs travaux, tu peux leur poser des questions. Ah, ça consistait en quoi? Tu peux le comprendre par toi-même en regardant ce qui a été fait l'an dernier. Mais il faut être propre dans ses travaux, et ensuite il faut aller chercher un peu plus loin et se challenger un peu chaque jour, petit à petit, un peu comme dans le sport où tu vas chercher à chaque fois si tu parles de la course à pied, le rythme un peu plus fort à chaque séance. En musculation, c'est le nombre de répétitions ou le poids, mais toujours progresser. 1%, et au fur et à mesure du temps, tu vas évoluer et tu pourras avancer dans ton poste. Et justement, maintenant que tu parles de sport, j'ai cru comprendre que tu étais un assez grand sportif. Est-ce que le sport, ça te permet d'avoir un mindset plus impactant au travail ou dans tes projets? Alors, au niveau du sport, ça dépend des périodes. En ce moment, c'est un peu flat, mais ça va repartir avec l'été, avec la période fiscale. C'est assez dense les journées. Mais moi, au niveau du sport, j'avais commencé au moment où j'étais au lycée. Par la musculation, j'en ai fait depuis plusieurs années, je continue à en faire de manière plus ou moins régulière. Donc ça m'a permis à la fois de me défouler parce que les journées étaient denses, parce qu'il se passait plein de choses et parce que c'était un peu le côté échappatoire du sport. Et donc forcément avec la musculation vient tout ce qui est côté façon de penser, l'hygiène de vie aussi. Et j'ai commencé à me mettre à la lecture sur tout ce qui est développement personnel, finance ou alors psychologie par rapport à l'être humain. Ça m'intéresse beaucoup ces sujets-là. Donc je pense que les deux vont de pair. Quand tu fais du sport, tu as envie d'avoir aussi un esprit sain, comme beaucoup de sportifs font. Je pense que c'est important de pas juste faire du sport pour faire du sport, mais de comprendre
pourquoi tu fais les choses. Et après, je me suis mis aussi à la course à pied, donc plus sur de la course en montagne, du trail que j'aime beaucoup faire. Ça me défoule, ça me permet de voir de jolis paysages et puis ça me fait aller au-delà de mes capacités. Ça me booste, ça me fait voyager aussi. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, le fait de pouvoir prendre mes baskets et d'aller par moi-même découvrir des endroits. Ouais, je comprends. Surtout quand t'as fait ton stage un peu plus dans le sud, t'as dû voir des paysages assez incroyables. La Savoie et la Haute-Savoie, c'est magnifique. Et l'Ardèche aussi. Et du coup, tu parlais de livres, de développement personnel. Est-ce que tu as un livre à conseiller ou alors est-ce que tu peux nous dire quel livre tu lis actuellement ou qui t'a marqué? Un des livres qui m'a beaucoup marqué, ça s'appelle Comment se faire des amis. J'aurais pu le nom de l'auteur en tête. Je pourrais le retrouver par la suite. Mais c'est un livre qui t'apprend à qu'est-ce que les gens attendent pour que, disons, pour vulgariser, qu'est-ce qu'un être humain attend pour qui t'apprécie en retour. Qu'est-ce que tu peux lui apporter toi pour que il t'apprécie. Et donc ça t'apprend beaucoup de choses sur comment marchent les relations humaines, comment fonctionne quelqu'un, c'est quoi ses attentes pour construire des relations saines et durables. Je pense que c'est un livre que je peux recommander. Et j'ai retrouvé le nom de l'auteur, c'est Dale Carnegie. C'est ça, ouais, c'est exactement celui-là. Ok, j'ai un ami dans ma classe qui a lu ce livre et qui l'a trouvé aussi très intéressant. Il disait que quand il le lisait dans les transports, les gens jugeaient un peu à la couverture du livre parce que comment se faire des amis, ça fait un peu passer pour quelqu'un un peu d'insociable, alors qu'en fait c'est toute la psychologie qui va derrière, qui est étudiée. Donc c'est vrai que ça a l'air très intéressant. Là, du coup, on a parlé un peu de toutes tes expériences, mais pas toutes au final, parce que je sais qu'au niveau associatif, t'es extrêmement engagé. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'annexe, par exemple? Effectivement, comme tu le dis, je suis pas mal engagé dans l'associatif. Donc, pour te parler de l'annexe, donc c'est l'association des experts comptables stagiaires et des étudiants en comptabilité supérieure. C'est une asso qui est là pour aider toutes les personnes qui visent l'expertise comptable, à la fois à avancer dans les études, en les aidant à préparer les différents diplômes et les différentes épreuves, mais aussi à se constituer leur réseau et à s'intéresser plus largement à la profession de manière décontractée. Tu vas rencontrer des gens qui sont en stage d'expertise comptable, tu vas rencontrer des experts comptables, tu vas rencontrer d'autres étudiants de partout en France, partout dans le monde même, vu qu'on a une commission internationale, donc je suis membre. Et ça te permet d'aller voir au-delà de tes études, de ta classe, de ton alternance, de tes collègues. Tu rencontreras plein de gens. Moi, ça m'a permis de rencontrer plein de gens de la profession, que ce soit des anciens de l'association qui sont maintenant dans les instances, qui ont maintenant leur cabinet, ou alors des gens qui sont en train de passer le diplôme et qui peuvent te donner des conseils sur le master. Et il est réputé assez difficile. Et ils donnent des conseils sur comment ils y sont arrivés à avoir les points pour avancer vers la suite. Et c'est plutôt rassurant d'avoir l'expérience des gens, parce que moi, je prends souvent le pas de, tu peux te faire ta propre expérience par toi-même, par tes erreurs, par tes réussites, mais aussi tu peux apprendre de l'expérience des autres, donc gagner du temps et éviter de faire toi-même les erreurs, en discutant avec les gens, en comprenant ce qu'ils ont fait de bien ou pas bien. Ça peut être aussi en lisant, c'est pour ça que j'aime beaucoup lire, en faisant des lectures, donc c'est hyper intéressant d'aller échanger avec les autres personnes. Donc c'est grâce à notamment l'annexe que j'ai pu apprendre plein de choses sur la profession, que j'ai pu m'ouvrir aussi sur tout ce qui se passe, et que j'ai eu envie de continuer dans la profession en me disant waouh, mais en fait j'ai vu des choses en alternance, mais il y a beaucoup plus à voir dans la profession et je suis trop curieux, j'ai envie de découvrir davantage de choses. Au niveau de cette association, j'ai été d'abord membre du bureau en Alsace. On est venu me présenter l'association dès le BTS. J'ai commencé à y adhérer, même si il n'y avait pas encore d'étudiants dans l'association. Je me suis dit bon, pas grave s'il n'y a pas d'étudiants. Moi, mon but, c'est de rencontrer des gens qui sont sympas, des gens cool. Il n'y a pas que les étudiants qui sont des gens sympas et cool. Et donc, j'ai vu que les experts comptables stagiaires et experts comptables étaient aussi. Donc, au fur et à mesure, je me suis pris au jeu. J'ai participé à une soirée, puis deux, puis trois. Puis je me suis mis à organiser des soirées interprofessionnelles. Donc, j'ai pu rencontrer aussi des gens qui bossaient en tant qu'avocat ou dans d'autres professions, l'assurance, par exemple. Et au fur et à mesure du temps, à force de rencontrer des gens, vu que j'apprécie beaucoup discuter avec de nouvelles personnes, j'ai continué à m'impliquer. Puis c'est un peu comme ça que j'ai rencontré plein de gens partout en France et de tout bord, de toute expérience, de tout milieu. Les gens viennent de partout.
c'est un super métier et une super façon de faire un ascenseur social, ce métier-là. Oui, c'est vrai que c'est accessible de partout. Il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas besoin d'appartenir à une classe sociale pour évoluer dans le secteur d'activité. Et donc, tu as été membre en premier de l'annexe Alsace, mais tu n'étais pas expert comptable stagiaire à ce moment-là. Ça se fait souvent en tant qu'étudiant, pas encore engagé, mais pas encore expert comptable stagiaire. Alors pour être franc, il y avait personne qui était dans un bureau annexe ou alors pas à ma connaissance avant d'être en master. J'étais maintenant c'est plus le cas, mais à m'appeler j'étais le plus jeune des annexiens. C'était un peu ma marque de fabrique et puis mon critère différenciant quand je parlais de moi aux autres. Donc en tant que seul étudiant, je me suis dit il y a plein de choses qui me manquent, un peu ce que Alexandre du FC Pacioli a fait avec la création du Discord. Ce qui me manquait, c'était comprendre le métier quand j'étais en études, comprendre ce qui peut se faire, les opportunités que tu peux avoir, comment ça se passe pour réussir un stage, comment ça se passe pour de faire ton réseau. Je suis de nature assez curieuse, donc le fait d'être dans cette association m'a permis de répondre à toutes les questions que je me posais. J'ai mis en place des formations pour me préparer au diplôme. Soyez curieux et allez discuter avec les gens autour de vous parce que vous aurez beaucoup à apprendre d'eux. On a nous en tête ou ce qui sort de notre bouche, on le sait déjà, on le connaît, mais ce qui sort de la bouche de l'autre, on a toujours des choses à apprendre. Donc il faut être curieux et à poser de bonnes questions et avec les réponses qu'on donne. C'est marrant que tu parles de curiosité. Ce mot, il est ressorti plusieurs fois dans ce que tu viens de dire. C'est un point commun que je trouve avec toutes les personnes avec qui j'échange. J'ai l'impression que les experts comptables les plus engagés, experts comptables et étudiants en expertise comptable et tous les professionnels qui travaillent dans ce secteur d'activité, le trait de caractère qu'ils auraient tous commun, c'est la curiosité. Et est-ce que toi tu penses, est-ce que dans tes expériences, dans tes échanges, toi aussi tu remarques ça? Clairement, au niveau de la curiosité, c'est ce qui ressort le plus, et aussi ce qui ressort également, c'est le côté passion. Les gens qui sont impliqués, qui se donnent corps et âme, c'est des gens qui sont passionnés et tu le ressens, et c'est plaisant de travailler avec quelqu'un qui est passionné par son métier, passionné par ce qu'il fait. Je pense que le côté l'expert comptable qui est curieux, c'est aussi parce que dans le métier finalement, quand on va te parler de quelque chose, quand il y a une règle qui sort ou quand tu vois passer quelque chose, tu vas toujours te demander ça va pas impliquer ça vient de où, est-ce que j'ai bien fait. T'as toujours à te remettre en question et à être curieux sur ce que tu fais ou ce que tu vois. Donc je pense que c'est un trait de caractère important pour ce métier. L'année que j'en ai parlé avant, le CJEC, c'est la grande sœur de l'annexe, c'est l'association qui est là pour aider les jeunes experts comptables, c'est le club des jeunes experts comptables. Donc c'est les diplômés depuis moins de 5 ans qui ont des problématiques sur l'installation, sur comment je vais quel logiciel je vais choisir, sous quelle forme de structure je vais m'installer. Donc le club est là dans les régions de France pour aider les personnes à trouver leur choix. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on dit, de ce que les gens peuvent penser du métier d'expert comptable? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de leurs préjugés par rapport à ce que toi tu vis? Il y a pas mal de préjugés qui viennent d'histoires vraies. L'expert comptable qui est derrière son bureau, derrière une pile de dossiers. Les gens pensent à ça parce qu'il y a encore des experts comptables qui sont comme ça. Heureusement, de moins en moins, ils sont passés au numérique avec le Covid, avec tout ça. Mais néanmoins, entre l'image qu'on se fait d'un comptable, d'un expert comptable et ce qui se fait au quotidien, c'est très différent. Mais le problème, c'est que les gens restent sur l'image de ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont entendu, et on parle pas assez du métier qui est dynamique, où les gens bougent, où on rencontre énormément de gens, où on est amené tout le temps à discuter avec de nouvelles personnes, où nos journées on est quasiment jamais derrière un écran, on est tout le temps à discuter en équipe, tout le temps en train de partager des choses. Ça, on n'entend pas trop parler. Donc ce qu'il faut, c'est que les professionnels, que ce soit les étudiants ou les experts comptables, en parlent davantage encore de leur métier. C'est fait très bien depuis quelques années, mais pas encore assez pour que le métier soit apprécié à sa juste valeur. Il y a d'autres choses que tu as vécues, notamment un petit séjour en voiture avec un coéquipier et un lama à l'arrière de ta voiture. Est-ce que ça te parle ?
Oui, on a fait une sacrée expérience avec Thomas, mon copilote et ami, et puis Mika qui nous a accompagnés sur l'aventure. On est parti faire le 4L Trophy pour représenter la profession comptable et montrer que en étant expert comptable, on n'est pas tout le temps derrière un bureau. Force a été de constater que c'était pas du tout le cas pendant l'aventure. On est donc parti de Strasbourg en Renault 4L qu'on peut retrouver d'ailleurs sur notre Instagram Natom pour les photos, pour l'actualité, pour le partage aussi des expériences qu'on a vécues. Et donc, on est parti faire cette aventure de Strasbourg jusqu'à Marrakech en Renault 4L pour donner des affaires scolaires et des affaires sportives aux enfants, parce qu'on a envie de s'impliquer au-delà de ce qu'on peut faire par ailleurs dans nos activités sur de l'humanitaire. On avait créé une association avec Thomas et on était allé chercher des financements auprès des différents partenaires qu'on connaissait en vendant l'opération qu'on voulait faire, en disant voilà, on va faire un film à la fin, on va tout enregistrer, on va prendre de belles photos et aussi on va pouvoir le diffuser, on pourra communiquer de façon positive sur le métier d'expert comptable. Je pense que nos études, pour ma partie, sur la partie administrative et la partie un peu commerciale, ça m'a beaucoup aidé d'avoir fait des études en expertise comptable pour tout ce qui est rédaction de mail, etc. Et puis Thomas, lui, dans son domaine, c'était la vidéo et tout ce qui est le montage. Donc lui, pour tout ce qui était capture d'image, c'était vraiment génial. Et d'ailleurs, par rapport à cette aventure-là, le mieux, plutôt que de faire de longues phrases par rapport à ça, c'est d'inviter les gens qui nous écoutent à suivre l'actualité, parce qu'on va prochainement le diffuser au cinéma pour l'avant-première du film qui va faire 1h20 dans une salle de 250 personnes. Par la suite, on le diffusera sur YouTube pour que les gens puissent le suivre. C'est un film qui est sous format Top Gear, une aventure en voiture un peu décalée. Trop chouette. En tout cas, j'ai hâte de voir ce film. Je ne pense pas pouvoir me déplacer pour aller le voir dans une salle de cinéma, mais je suivrai bien entendu votre film. Je trouve ça hyper chouette de nous permettre de partager votre aventure à travers un grand écran comme ça. Sinon, tu nous disais que partir en tant qu'expert comptable, c'était aussi prouver que les experts comptables ne restent pas simplement derrière leur bureau comme on pourrait le penser. Est-ce que les gens étaient surpris de vous voir, vous? Alors, les gens que je peux dire les deux expériences, c'était les gens qui travaillent dans l'expertise comptable ou dans le commissariat aux comptes. Quand je leur ai dit que je partais en février, ils ont été, pour certains, assez étonnés, enfin pour la plupart assez étonnés, mais ils ont compris le fait qu'ils sont assez ouverts. C'est une expérience unique que tu fais une fois dans ta vie. Il faut prendre les moyens, il faut se donner les moyens de pouvoir se dégager du temps pour vivre cette expérience. Et après, les gens qui sont pas dans l'expertise comptable, ils se sont dit t'es dans la compta, cool. On n'a pas croisé souvent des personnes qui étaient dans ton domaine et qui faisaient ce genre d'expérience, donc c'est chouette. On n'est pas la caricature, c'est loin d'être le cas, au contraire. Je montre aussi dans le cadre du podcast que je fais avec un autre expert comptable, où on partage le métier des gens, où on partage les passions des gens. Il y a vraiment des gens de toute origine, tout horizon et qui font toute activité autour de l'expertise comptable. On a, par exemple, au niveau de l'expertise comptable, une expert comptable stagiaire en Rhône-Alpes qui est Miss Rhône-Alpes cette année. Donc on a vraiment des profils très variés dans le métier. Est-ce que tu peux juste nous redonner le nom de ta chaîne de podcast du coup? C'est le podcast, c'est Crazy Skills. Voilà, donc pour ceux que ça peut intéresser, n'hésitez pas à aller écouter tout ça. Et donc pour partir, tu as dû forcément trouver des partenaires. Est-ce que c'est difficile de trouver des partenaires quand on a un projet comme le 4L Trophy? Alors c'est pas forcément évident, mais l'avantage du 4L Trophy, c'est que tu as un aspect humanitaire et donc qui plaît beaucoup plus aux structures que simplement un projet comme ça, sans forcément un autre but. Donc pour communiquer, c'est beaucoup plus facile. Néanmoins, il y a beaucoup d'équipages qui partent, d'étudiants qui souhaitent partir chaque année parce que c'est réservé quasi exclusivement aux étudiants qui n'ont pas forcément beaucoup de réseau et donc qui sont obligés de taper au porte-à-porte des entreprises et de mettre un peu d'huile de coude pour trouver des financements. Souvent, tu as des financements qui sont c'est plein de petits financements qui au final font une grosse cagnotte parce que c'est à peu près 12-13 000 euros qu'il faut pour faire cette aventure en achetant la voiture, en la préparant, en ayant les frais aussi pour le déplacement,
en payant l'assurance. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Et l'avantage d'être dans l'expertise comptable que j'ai eu moi, c'est que j'ai pu aller chercher des structures qui avaient des moyens un peu plus importants et qui ont été sponsors majeurs sur l'aventure et qui ont permis la réussite du projet, plutôt que on a donc pu plus rapidement se concentrer sur comment on prépare la voiture, comment on se prépare nous à cet événement, que comment on trouve le financement. Ça a été moins une source d'inquiétude, même si l'aventure, on était dessus depuis fin 2019. Alors en 2020, on a connu le Covid, donc très peu de fonds. On a eu qu'un seul sponsor qui d'ailleurs nous a beaucoup aidé pour obtenir le partenariat qu'on a avec l'Arnaud de Terre. Et puis après 2021, on a réussi à trouver un partenaire. Ma prochaine question était censée être qu'est-ce qui nourrit ton engagement, mais à t'écouter, je comprends que les relations et l'effervescence qu'il y a de rencontrer des personnes qui poussent dans la profession dans le même sens que toi, ça doit être un boost énorme. C'est exactement ça, c'est le fait de rencontrer de nouvelles personnes et de se nourrir de l'expérience des autres et d'échanger, d'avoir des discussions hyper intéressantes et hyper passionnantes sur plein de différents sujets, que ce soit souvent c'est pas des discussions qui tournent autour de la compta, c'est autour de ce que font les gens, ce qu'ils ont déjà fait. J'ai plein d'amis qui sont à fond dans le sport et qui font des exploits de fou et qui ça me pousse à aller vers le haut et je suis content aussi quand moi je peux encourager les gens à aller vers le haut. Enfin, c'est souvent ce que je fais, c'est parce que j'apprécie beaucoup rencontrer une nouvelle personne et j'ai ce côté pas forcément discussion facile, parce que c'est jamais facile d'aller vers l'autre, mais c'est un gros plus que de pouvoir échanger avec quelqu'un qu'on connaît pas encore et d'apprendre à le connaître. Et est-ce qu'il y aurait d'autres projets pour lesquels tu voudrais t'engager ? Alors, au niveau du projet du 4L Trophy, on va déjà terminer le passage au cinéma. Après, cette année, j'ai pris le poste de président au niveau de l'annexe Alsace pour continuer mon engagement sur au niveau de la profession. Et après, sur la côté, je pense qu'on continuera dans l'humanitaire, mais je pense à notre échelle, disons, faire des actions au niveau de la région pour qu'on voit réellement directement si on fait par exemple une distribution de couverture, d'habits, de jouets pour les gens défavorisés. Je suis assez ouvert aux opportunités et à ce qu'on peut me proposer. À bon entendeur. Et donc niveau pro, après ton deck, tu te projettes comment ? Qu'est-ce qui te plairait ? Alors après mon deck, moi j'ai toujours eu l'idée de monter ma structure. On verra, je pense que je prendrai quand même le temps de continuer à me former en attendant, mais je me verrais bien monter une structure pour développer des missions d'accompagnement de clients. Je parlais de l'étranger avant, accompagner des filiales étrangères en France, ou l'inverse, un client français qui veut partir à l'étranger, pouvoir lui permettre d'aboutir son projet. C'est quelque chose qui me donne envie de plus en plus à force de discuter avec des gens et de commencer sur ces sujets-là. Et l'idée serait d'avoir un cabinet que je peux construire à mon image, où je peux développer l'aspect commercial, l'aspect communication. En tant qu'expert comptable, tu gères non seulement ton activité, donc tu dois gérer tes clients, tu dois aussi gérer tes équipes, ton recrutement, ton bien-être de tes collaborateurs, tu dois gérer aussi ton planning, comment tout avance. Enfin, c'est un métier qui est hyper complet et hyper intéressant, parce que tu as le côté l'expert comptable, c'est un véritable entrepreneur, à la fois dans la partie commerciale mais dans la partie aussi développement de nouvelles missions, de nouveaux produits, comment je les présente, comment je les vends. C'est un métier qui est non seulement t'accompagne les entrepreneurs, mais t'en es un toi-même. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la facturation électronique. Quel est l'impact que ça peut avoir sur la profession selon toi ? Moi, je pense que c'est un peu comme tout ce qu'on parle autour de la digitalisation, c'est quelque chose de positif. Il y a plein de gens qui le voient comme le métier va disparaître, les tâches qu'on faisait avant, qu'on pouvait vendre avant, ça va disparaître. Tant mieux si on est capable d'être remplacé par un robot sur certaines tâches, de se dire que c'est pas grave. Finalement, les tâches répétitives et aliénantes, ça va disparaître. Au contraire, c'est le robot qui va faire, et nous, on aura plus de temps pour analyser au niveau des chiffres, donner des conseils à son client, ou alors développer une nouvelle mission d'accompagnement ou de développement je sais pas, ça peut être du conseil pour quelqu'un qui souhaite acheter un restaurateur qui souhaite acheter un nouveau restaurant, de l'accompagnement comme ça. Ça peut être des missions aussi d'audit des procédures des entreprises. Il y a plein de métiers plein d'activités qui peuvent se développer grâce à l'automatisation des tâches, et en sachant que ce qu'on a pu voir, il n'y a pas encore tout
tous les acteurs qui sont connus. Même les règles du jeu sont pas encore trop connues sur la facture électronique, mais c'est important quand même de se former, même en tant qu'étudiant. C'est super important de se tenir au courant. Il y a plein d'articles, plein de vidéos, plein de sites, plein de webinaires. Donc, je vous encourage à les suivre et à être ouvert en général sur tout ce qui se passe au niveau de la profession pour quand vous arriverez en tant que professionnel dedans, vous soyez pas perdu. C'est vrai que c'est une réforme qui va être source de nombreuses opportunités de prestations complémentaires, de missions annexes et qui vont sûrement alléger la partie redondante des missions comptables. Donc c'est à notre honneur, je pense. Donc Nathan, nous arrivons à la fin du podcast. Merci beaucoup pour ton partage, ton échange. C'était très riche. J'espère que tu as passé un beau moment. Un très bon moment. C'est toujours très sympa de pouvoir parler du métier que j'apprécie et qui me passionne et de pouvoir partager aussi mon expérience. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci pour ta générosité. Et avant de se quitter, j'ai une dernière question pour toi. Si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu ? Je pense que ce serait, et j'y ai réfléchi quand tu m'as parlé de cette question, ce serait voyage et déplacement le 625 parce que j'apprécie beaucoup le fait de bouger partout. Je pense que ce serait ça qui me correspondrait le plus. Je trouve que ça te correspond très bien effectivement. Et je te dis à une prochaine. Avec plaisir aux Estivales, t'es la bienvenue. Merci beaucoup encore et puis à bientôt. Et aussi si les étudiants qui nous écoutent ou d'autres personnes qui nous écoutent et souhaitent échanger, ont des questions par rapport au métier ou se posent des questions, qu'est-ce que c'est l'asso, qui est-ce que je peux contacter, comment je peux avoir des infos, écrivez-moi avec plaisir sur Instagram ou sur Facebook ou sur LinkedIn, je réponds un peu partout. Voilà, n'hésitez pas, c'était Nathan Alter pour Génération Comptable. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à nous mettre une bonne note. Ça nous fera super plaisir. Et si vous recherchez un poste en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour voir les dernières offres d'emploi. Si vous avez des besoins sur le recrutement et la marque employeur, toute l'équipe de Lamaconta se tient à votre disposition pour vous accompagner. Nous sommes Jason et Audrey, cofondateurs de Lamaconta. À bientôt sur Génération Comptable.